À 69 ans, Dwight Yoakam révèle enfin la vérité sur Buck Owens. Né Dwight David Yoakam, le 23 octobre 1956 à Pikeville, dans le Kentucky. Il a grandi à Columbus, dans l'Ohio. Il a été bercé dès son plus jeune âge par les influences des grands noms de la country, tels que Buck Owens, Merle Haggard et Hank Williams. Dès son plus jeune âge, il fut attiré par le son de la scène country de Bakersfield, un style défini par le son nasillard des guitares Telecaster, une honnêteté émotionnelle brute, et un sens de l'individualité assumée. Cette première expérience allait devenir le fondement du son caractéristique de Yoakam, un son qui faisait le lien entre la country traditionnelle et les sensibilités modernes, assurant ainsi la pérennité de l'esprit authentique de la musique country dans un paysage musical en pleine mutation. Au début des années 1980, après avoir peiné à percer à Nashville, où son approche trop traditionnelle se heurtait à la tendance pop country léchée de l'époque, Yoakam prit la décision audacieuse de s'installer à Los Angeles. Là, il trouva un refuge inattendu parmi les musiciens punk et rock qui appréciaient son authenticité et son esprit rebelle. Se produire dans des clubs aux côtés de groupes comme Los Lobos et ex-Yoakam contribua à forger un son qui transcendait les frontières des genres. Son premier album, Guitars, Cadillacs, etc., sorti en 1986, devint un disque marquant, acclamé par la critique et le propulsant au rang de star. Des chansons comme Honky Tonk Man, Guitars, Cadillacs et It Won't Hurt mettaient en valeur sa voix inimitable. Un timbre nasillard et de soul qui semblait faire écho aux fantômes de l'âge d'or de la country, tout en sonnant résolument moderne et actuel. La carrière de Yoakam a rapidement décollé et il est devenu l'un des artistes country les plus populaires de la fin des années 1980 et des années 1990. Des albums comme Hillbilly Deluxe, 1987, Buenas Noches from a Lonely Room, 1988, et This Time, 1913, ont consolidé sa réputation de musicien à la fois traditionnaliste et novateur. Sa musique explorait souvent les thèmes du chagrin d'amour, de la solitude et du désir, mais il les interprétait avec une assurance et un style bien à lui, arborant fréquemment son jean moulant, ses bottes de cowboy et son chapeau bas, sa marque de fabrique. Derrière cette image se cachait un véritable artisan. Yoakam a écrit et coécrit nombre de ses succès, accordant une attention méticuleuse aux détails de la mélodie et de la narration. Des chansons comme A Thousand Miles from Nowhere, Fast as You et Ain't That Lonely Yet restent intemporelles, touchant des générations d'auditeurs qui trouvent réconfort et vérité dans l'authenticité de sa musique. Au-delà de son succès musical, Dwight Yoakam a également prouvé son immense talent d'acteur, insufflant à l'écran la même intensité et la même authenticité qu'au théâtre. Ses débuts au cinéma dans Sling Blade, 1996, où il incarnait le personnage glaçant et réaliste de Doyle Hargraves, ont été salués par la critique et le public. Il a ensuite enchaîné avec des rôles mémorables dans Panic Room, Crank, Logan Lucky et The Newton Boys, révélant une palette de jeux insoupçonnée pour un chanteur country. La carrière d'acteur de Yoakam a enrichi son identité artistique. Il n'était pas seulement un interprète, mais un conteur au sens plein du terme, capable d'exprimer des émotions profondes, que ce soit par le chant ou le dialogue. Tout au long de sa longue et brillante carrière, Yoakam a remporté de nombreux Grammy Awards, a classé des singles en tête des ventes et a conquis le respect de ses pairs et de ses fans. Malgré les éloges, il est toujours resté fidèle à son amour de la musique et à son respect pour ses racines. Il a souvent cité des artistes comme Buck Owens et Merle Haggard qui ont façonné sa philosophie musicale. Et ses collaborations avec Owens, notamment leur tube Streets of Bakersfield, ont symbolisé une passation de flambeau entre deux générations. La capacité de Yoakam à faire revivre et à réinventer le son de Bakersfield a non seulement redonné vie à l'héritage d'Owens, mais a aussi fait découvrir à un nouveau public l'essence même et authentique de la musique country. Sur scène, l'énergie de Dwight Yoakam est légendaire. Ses concerts mêlent une virtuosité électrisante à une émotion sincère, créant une atmosphère à la fois nostalgique et vibrante. Que ce soit dans des salles intimistes, ou devant des milliers de personnes lors de grands festivals, il captive le public par son charisme et de sa conviction. Sa voix portant le poids de l'expérience et la joie de la création. Pour de nombreux fans, un concert de Yoakam est bien plus qu'un simple spectacle.
C'est un voyage à travers les joies et les peines de la vie, raconté par un artiste qui a vécu chaque mot qu'il chante. En 1992, Dwight Yoakam, déjà l'une des figures les plus marquantes et les plus appréciées de la musique country, entama une relation très médiatisée avec l'actrice Sharon Stone, alors l'une des stars les plus glamour et les plus en vue d'Hollywood. Leur idylle fit immédiatement sensation auprès des journalistes et des fans, notamment parce que l'union du chanteur de country originaire du Kentucky et de l'élégante actrice nommée aux Oscars paraissait à la fois improbable et fascinante. Yoakam et Stone firent une apparition remarquée sur le tapis rouge de la cérémonie des Oscars cette année-là. Leur alchimie a suscité un vif intérêt médiatique, les photographes immortalisant chaque regard, chaque sourire échangé. Les tabloïds se sont empressés de relater leur brève idylle, racontant comment la star de la country et l'icône glamour du cinéma faisaient le lien entre les mondes de Nashville et d'Hollywood. Des rumeurs ont rapidement circulé selon lesquelles le dernier album de Yoakam, This Time, l'une de ses œuvres les plus introspectives et musicalement riches, contenait des chansons inspirées par Stone ou par les émotions liées à leur brève romance. Yoakam, cependant, a fermement démenti ces affirmations, précisant que s'il admirait Stone et appréciait les moments passés ensemble, leur relation n'avait duré qu'environ 5 semaines et n'avait pas influencé son écriture comme le laissait entendre la presse. Néanmoins, ces rumeurs ont contribué à entretenir son aura de mystère, le présentant à la fois comme un troubadour au caractère bien trempé et une énigme romantique tiraillée entre célébrité et authenticité. En 1994, 2 ans après sa rupture avec Stone, Yoakam a rencontré Karen Duffy, personnalité de MTV, lors d'une soirée animée à Hollywood. Connue pour son esprit vif, son intelligence et son charme à l'écran, Duffy a rapidement été séduite par l'humour décalé et l'esprit créatif de Yoakam. Ils ont commencé à se fréquenter peu après, et leur relation est devenue une nouvelle source de fascination pour les fans et les médias. Contrairement à sa brève idylle avec Stone, la relation de Yoakam avec Duffy a duré plus longtemps, environ 2 ans, et semblait témoigner d'une compatibilité plus profonde. Tous deux étaient profondément investis dans leurs carrières artistiques respectives, et partageaient une curiosité pour les liens entre le cinéma, la musique et la culture populaire. On les voyait souvent ensemble lors d'événements, le style cowboy classique de Yoakam contrastant avec l'élégance urbaine de Duffy, tout en la complétant. Cependant, leur relation prit fin en 1996. Bien qu'aucun des deux n'ait évoqué publiquement les raisons de leur rupture, il semblerait que leurs emplois du temps chargés et leurs parcours professionnels différents y aient contribué. Même après leur séparation, ils ont tous deux exprimé un respect mutuel, et les fans se souviennent souvent de cette période comme l'une des plus sereines et heureuses de la vie publique de Yoakam. Bien des années plus tard, après des décennies consacrées à sa musique et à sa carrière d'acteur, Yoakam a trouvé l'amour durable auprès d'Emily Joyce, photographe professionnelle et compagne de longue date qui l'avait accompagnée pendant plus de 10 ans avant leur mariage. Le couple s'est marié le 4 mai 2020 lors d'une cérémonie intime et discrète à Santa Monica, en Californie. Leur mariage a eu lieu en pleine pandémie de COVID-19, alors que les rassemblements étaient strictement limités. Seuls 10 proches étaient présents, dans le respect des règles de distanciation sociale. Malgré son caractère intime, l'événement était empreint de chaleur, de sincérité et d'une profonde affection, reflétant la relation solide et mature qui unissait les deux. Pour Yoakam, qui avait passé une grande partie de sa vie adulte sous les feux des projecteurs, la sobriété de la cérémonie marquait un retour bienvenu à l'intimité et à la simplicité. Plus tard dans l'année, le 16 août 2020, Dwight et Emily ont accueilli leur premier enfant, un heureux événement pour le couple et un nouveau chapitre dans la vie de l'artiste légendaire. Devenu père à la soixantaine, Yoakam exprima une profonde gratitude pour cette expérience, la considérant souvent comme l'un des événements les plus marquants de sa vie. Leur fils lui apporta une nouvelle inspiration et une sérénité nouvelle, l'ancrée après des décennies de tournées, d'enregistrements et de concerts incessants. Le bonheur paisible qu'il trouva auprès d'Emily Joyce offrait un contraste saisissant avec ses précédentes relations amoureuses, plus médiatisées, une fin digne d'un homme dont la vie avait été emplie de passion, d'art et d'une quête permanente de liens. Depuis des années, les fans de country spéculent sur la véritable histoire de la relation complexe entre Dwight Yoakam et Buck Owens, figure légendaire qui a contribué à définir le son de Bakersfield. Leur amitié, mêlant mentorat, rivalité, admiration et quelques tensions, fascine depuis longtemps les historiens de la musique country.
Aujourd'hui, 69 ans, Joachim se confie enfin sur son expérience avec Owens dans un récit à la fois poignant et introspectif. Buck a changé ma vie, a déclaré Joachim lors d'une récente interview, mais ce n'était pas toujours facile d'être proche de lui. Buck pouvait être d'une dureté incroyable et le respect n'était pas donné facilement. Il fallait le mériter. Joachim rencontra Owens pour la première fois au début des années 1980, à une époque où la musique country s'éloignait de ses racines honky-tonk pour adopter un son plus raffiné, dominé par Nashville. Dwight, originaire du Kentucky et installé à Los Angeles, se faisait un nom comme un anticonformiste, un traditionnaliste avec une touche rock'n'roll. Lorsqu'il commença à enregistrer des chansons qui rappelaient l'énergie brute et nasillarde des tubes d'Owens et de Don Rich des années 1960, cela ne passa pas inaperçu. Au début, Owens ne savait pas trop quoi penser de ce jeune prétentieux, vêtu d'un jean moulant et chantant des chansons d'amour brisées dans les collines californiennes. Je crois que Buck pensait que j'étais juste un autre gamin qui essayait de l'imiter. Se souvient Joachim. Il ne se rendait pas compte tout de suite que ce que je faisais était motivé par un profond amour et un grand respect pour ce qu'il avait construit. Ce respect mutuel s'est finalement mué en une collaboration fructueuse qui allait marquer toute une génération de figures du renouveau country. En 1988, Joachim a invité Owens à enregistrer avec lui Streets of Bakersfield, une chanson que Buck avait initialement sortie des années auparavant, mais qui était passée relativement inaperçue. Cette collaboration a été un tournant pour les deux hommes. Le duo a atteint la première place du classement country de Billboard, offrant à Owens son premier numéro 1 en plus de 15 ans et consacrant Joachim comme un digne héritier de la fière tradition de Bakersfield. Cette chanson a remis Buck sur le devant de la scène, a déclaré Dwight. Elle a rappelé aux gens qui il était, et à lui aussi. Je crois qu'il avait autant besoin de cette chanson que moi. Malgré le succès, Joachim admet que leur relation n'a pas toujours été facile. Buck était un homme complexe, a-t-il expliqué. Il était drôle, charmant et brillant, mais il pouvait aussi être têtu et méfiant. Il nous est arrivé d'avoir des désaccords. Il avait du mal à faire confiance aux gens à cause de son expérience dans le milieu musical. Owens avait connu le triomphe comme la trahison, de la perte de Don Rich, son plus proche collaborateur, aux années d'oubli à Nashville. Joachim, quant à lui, peinait souvent à concilier son admiration pour Owens avec l'attitude fière et parfois distante de ce dernier. Il y a eu des moments où je ne savais plus où j'en étais avec lui, confie à Joachim d'une voix douce. Un jour, il m'appelait son ami, et le lendemain, il prenait ses distances. Je crois que c'était sa façon de se protéger. Au fil des ans, Joachim dit avoir compris que derrière l'apparence bourrue d'Owens se cachait un homme qui avait profondément souffert. Après la mort de Don Rich, Buck n'a plus jamais été le même, confie-t-il. Cette perte le hantait. Je pense qu'il a investi tout ce qui lui restait dans sa musique, et quand les projecteurs se sont éteints, il ne savait plus quoi faire de toute cette douleur. Quand nous travaillions ensemble, je pouvais entrevoir le Buck d'antan, son étincelle, sa fougue, mais aussi sa solitude. Leur lien s'est renforcé à la fin des années 1990, lorsque Joachim se produisait fréquemment au Crystal Palace de Buck Owens à Bakersfield. Ces concerts sont devenus légendaires, non seulement pour la musique, mais aussi pour l'atmosphère chargée d'histoire qui y régnait. Jouer au Crystal Palace sous le regard de Buck, depuis les coulisses, c'était quelque chose d'unique, se souvient Dwight. Parfois, il montait sur scène et nous chantions ensemble. D'autres soirs, il restait assis, arborant son sourire si particulier, à la fois fier et amusé. Il aimait faire semblant de ne pas être sentimental, mais on voyait bien que ça comptait pour lui. Quand Owens est décédé en 2006, Joachim a été profondément affecté. « Je n'ai pas seulement perdu un héros musical », a-t-il déclaré. « J'ai perdu un ami, un mentor et une partie de mon histoire. » Depuis, Joachim continue d'honorer la mémoire d'Owens en interprétant ses chansons, en perpétuant l'esprit de Bakersfield et en parlant plus ouvertement de leur amitié complexe. « Je crois que je le comprends mieux maintenant qu'à l'époque », a-t-il confié. Buck m'a appris que la musique n'est pas une question de perfection, mais d'honnêteté. Il s'agit de dire la vérité, même quand elle fait mal. C'est une leçon que je garderai précieusement toute ma vie, aujourd'hui, alors que Dwight Joachim revient sur ses 60 ans de carrière. Il le fait avec gratitude envers celui qui l'a inspiré à rester fidèle à son style. Buck Owens m'a montré qu'on a le droit d'être différent, a-t-il déclaré. Il a prouvé qu'on n'est pas obligé d'être de Nashville pour faire de la country. Il faut être authentique.
Par ces mots, Joachim a enfin révélé la vérité sur l'homme qui a façonné non seulement sa musique, mais aussi son âme. Une vérité empreinte de respect, de complexité et d'un amour indéfectible pour l'une des légendes les plus emblématiques de la musique country.